Les politiques n'ont jamais de temps. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont perdre encore du temps à des trucs dont ils savent très bien comment ça va se terminer ? Parce qu'en fait, les intérêts politiques aujourd'hui ne sont pas uniquement de créer des politiques publiques ou de réfléchir à quelque chose, des mutations profondes de transformation de l'État, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de majorité pour le faire, dans la mesure où on a une situation à l'Assemblée nationale qui est divisée en 3 blocs irréconciliables, dans la mesure où un bloc ne peut pas faire alliance avec un autre. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ne pouvez pas avoir de majorité absolue, et comme ça a été rappelé, de coalition à l'allemande, c'est-à-dire des négociations transpartisanes qui permettent d'aboutir à un accord de texte dans une transformation profonde de la société ou de l'État ou d'une politique économique ou de quelque chose comme ça, ben en fait, les politiques font de la politique et des coups tactiques, c'est-à-dire qu'ils se positionnent en vue de la prochaine élection. Et il y a une hypothèse qui est très forte. Au moment où on a reçu le résultat des élections législatives, c'est qu'Emmanuel Macron pourrait dissoudre dès qu'il retrouverait l'usage du pouvoir de dissolution. Donc les députés se préparent à une élection législative anticipée. Il y en a même certains qui vont au-delà de l'élection législative anticipée et qui préparent déjà l'élection présidentielle anticipée. Et c'est ce que prépare la France insoumise. Et l'objectif est très clair. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'affaire Betterham, qu'on pense quoi qu'on en veuille sur le fond, mais ils utilisent ça pour faire tomber François Bayrou uniquement à des fins politiques, parce qu'ils considèrent que si François Bayrou tombe et qu'Emmanuel Macron est obligé de nommer une succession de premiers ministres qui tomberont au fur et à mesure, et ben la question de la démission du chef de l'État se posera et ils accompliront le rêve et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Donc en fait, chacun essaie de jouer son coup. D'un côté, la France insoumise et le Rassemblement national essayent de jouer une présidentielle anticipée. Le Parti socialiste essaye de jouer une sorte de nouveau en même temps synthèse entre la France insoumise et une partie des électeurs de Renaissance. On peut pas forcément y comprendre grand-chose lorsqu'on ne suit pas assidûment la politique de Solferino, mais c'est à peu près ça qu'ils visent. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est à la fois parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et également aux électeurs de gauche qui ont été séduits par Emmanuel Macron. Et en fait, chacun essaie de jouer une petite tactique, chacun essaie de se jouer une partition avec un calcul qui est très simple. Marine Le Pen sera au second tour de la prochaine élection présidentielle, quasiment certain. Tout le monde le pense et tout le monde met sur cet état de fait. Et la question qui est clé, c'est comment on fait pour avoir à peu près 20% des résultats au premier tour de l'élection présidentielle pour se qualifier au deuxième tour face à Marine Le Pen et gagner la prochaine élection présidentielle. William T vous écoute attentivement. Je sens qu'il brûle d'envie d'intervenir. En fait, moi, il y avait un point sur lequel je voulais revenir. Je suis plutôt d'accord avec vous, ce que vous disiez sur la fin, mais c'était sur la question de Laurent Wauquiez. Il faut quand même se rappeler, parce qu'actuellement, la vie politique va très vite et qu'on est amené à commenter toutes les semaines, mais il y a à peine 3-4 mois, Laurent Wauquiez faisait figure de chef naturel de la droite avant l'explosion de Bruno Retailleau. Il était même considéré, lorsque Éric Ciotti était président des Républicains, ce qui était il y a à peine 6 mois, en fait, il faut quand même se rappeler, comme le futur candidat naturel de la droite en vue de la prochaine élection présidentielle. Donc, Laurent Wauquiez était considéré par les militants comme le chef naturel de la droite. Aujourd'hui, il y a un concurrent qui a émergé dans les sondages et en termes de notoriété, c'est Bruno Retailleau. Mais ça veut dire quand même que la popularité de Laurent Wauquiez est ancrée auprès des militants. Et il y a une question qui se pose très simplement. C'est qui va voter et c'est qui va faire l'élection? Si vous m'aviez posé la question en disant est-ce que c'est le peuple de droite très élargi dans le cadre d'une primaire ouverte, Bruno Retailleau aurait plié le match très simplement. Mais là, ce ne sont pas le peuple de droite qui va voter, c'est à peu près 40 000 militants, et plus éventuellement des gens qui vont prendre leur carte électorale et qui vont s'inscrire. Est-ce que les militants ont les mêmes intentions de vote et les mêmes motivations de vote que les électeurs de la droite classique? Pas du tout les mêmes, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Les électeurs de la droite classique vont dire il faut mettre le meilleur champion, la meilleure incarnation et la personne la plus connue à la tête des Républicains. Et c'est pour ça que Bruno Retailleau figure en tête des sondages. Mais lorsque vous posez la question à des militants, les militants, ce n'est pas du tout le même parcours. Ce sont des gens qui donnent de leur temps et de leur vie vis-à-vis d'un parti politique. Ils vont s'afficher en disant que Laurent Wauquiez est plus ancien que Bruno Retailleau dans la famille gaulliste LR classique, en disant qu'il a été déjà président des Républicains, à la différence de Bruno Retailleau qui vient davantage de la famille politique de Philippe de Villiers. Et de la même manière, en fait, il y a tout un cas de questions en fait, complètement différentes, des préoccupations que nous, on pourrait avoir, que les militants vont avoir. Mais je pense que le sujet essentiel, ça va être celui-ci. Et l'élection va se crisper dessus, on l'a déjà vu par rapport aux 2 interviews qu'on a vues, et de Bruno Retailleau hier sur une autre chaîne, et également celle de Laurent Wauquiez. C'est quelle est la ligne politique des Républicains? Ce que propose Bruno Retailleau, c'est un élargissement, surtout sur une OPA sur le macronisme. Il considère que il a réussi à faire exploser la marque LR en mettant la main sur le gouvernement, en droitisant le gouvernement et en mettant la main sur les électeurs de droite qui avaient voté pour Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez, lui, le dit très clairement. Il dit que c'est un homme libre et qu'il ne veut pas dépendre de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Et on voit notamment qu'ils s'opposent tous les deux sur la question de la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Il considère que LR doit rester un parti indépendant. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a refusé d'entrer au gouvernement par 2 fois, parce qu'il considère qu'on ne peut pas faire une rupture dans le macronisme lorsque vous êtes soumis et un féodé à Emmanuel Macron. Donc ça va être la question de la ligne.
Est-ce qu'il faut faire une rupture avec Emmanuel Macron ou est-ce que LR doit une forme de continuation du macronisme? C'est les deux lignes qui vont se défendre. Et moi, à ce titre-là, vous m'avez posé la question sur les électeurs de droite, je vous aurais dit, ils auraient voté à coup sûr, mais les militants LR, ceux qui ont pris leur carte, les 40 000, je me demande s'ils ne sont pas davantage sur la ligne de Laurent Wauquiez. Alors, vous avez... L'élection présidentielle, je crois qu'hormis Charles de Gaulle, tous les présidents de la République, et hormis Pompidou, ont été chefs de parti. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing était chef de son petit parti Démocratie libérale, si je ne me trompe pas. François Mitterrand était chef de son parti, Jacques Chirac était chef de son parti. Mais tous les candidats n'ont pas été chefs de parti. Nicolas Sarkozy. Là, on est dans l'étape candidat du parti à la candidature. Par contre, il y a quand même un point, c'est-à-dire que le chef du parti n'est plus maintenant automatiquement candidat. Oui. Il faut se rappeler, il y a 13 ans, François Fillon perd dans la fameuse guerre Fillon contre Copé, de très peu, mais il perd contre Jean-François Copé. Et 4 ans après, il gagne la primaire face à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, être patron du parti ne veut pas automatiquement être candidat à l'élection présidentielle. Si Bruno Retailleau, j'imagine, a obtenu l'agrément de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse et d'une partie des hiérarques, c'est-à-dire qu'il a dû promettre une primaire ouverte pour désigner le prochain candidat à l'élection présidentielle. Sinon, on imagine mal Lisnard, Bertrand, Bellamy, etc. aller le soutenir. Donc il y a quand même deux sujets distincts. Ensuite, après, moi, je vous rejoins. La question qui est clé, notamment à droite, et qui est posée depuis Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ont du mal à avoir et une incarnation et une ligne politique qui soit stable, dans la mesure où, en fait, en fonction des événements, vous n'avez pas un chef qui a l'autorité nécessaire pour appliquer la ligne et pour dicter une ligne à l'ensemble du camp. Je ne sais pas si c'est une question d'être président ou pas du parti, c'est juste en fait que la personne qui est désignée n'a pas l'autorité nécessaire depuis à peu près le départ de Laurent Wauquiez ou le départ de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que vous avez une absence de ligne, vous avez une absence d'incarnation et vous avez une absence de stratégie à la tête des Républicains depuis des années. Et c'est cette question qui est posée actuellement. Et moi, je pense que c'est cette ligne-là, notamment, qui va être posée aux militants, avec une campagne qui va être très simple. Bruno Retailleau va dire... Et la question va être lui posée par vous et par l'ensemble des journalistes, avec une question qui est simple. Si François Bayrou éventuellement tombe après l'affaire Betaram, est-ce que les Républicains se maintiennent au gouvernement? Il va dire que oui. Et Laurent Wauquiez, de l'autre côté, va dire si on veut rompre avec le macronisme, il ne faut pas rester avec Emmanuel Macron parce que le bateau coule, il n'y aura pas de survivants au macronisme. Donc il faut faire une rupture de l'autre côté en pensant avec une stratégie simple. C'est plus simple de récupérer les électeurs de Marine Le Pen si vous êtes en dehors de l'appareil gouvernemental. Et Bruno Retailleau considère que ce sera plus simple de récupérer les électeurs de Macron, surtout qu'Édouard Philippe et Attal sont contestés en interne, pour aller faire une OPA sur les électeurs macronistes. C'est à peu près ça, les deux différences de stratégie. Et enfin, je rajouterai un point, c'est la question de la ligne politique aussi, portée sur des sujets particuliers. Ils ne sont pas exactement les mêmes lignes, notamment, ça a été rappelé, Bruno Retailleau est clairement sur la ligne de François Fillon, notamment sur les questions libérales, sur les questions économiques, etc. Alors que Laurent Wauquiez va jouer un peu plus comme Jacques Chirac et comme Nicolas Sarkozy, à capter les lecteurs de classe moyenne et de classe populaire, notamment sur la lutte contre l'assistanat. Donc il y aura quelques divergences de lignes sur les questions économiques et sur les questions sociétales. Là où j'aurais peut-être une chose. Il y a deux différences entre la gauche la plus bête du monde et la droite la plus bête du monde. C'est que la droite fait campagne sur des questions de personnalité. C'est-à-dire que comme ils ont très peu de différences en termes de ligne politique, ils font des batailles sur des questions de personnalité, sur des questions de choix, et il y a un peu une guerre de cours de récréation. On se rappelle notamment que François Fillon avait parlé de Nicolas Sarkozy en disant qu'il imagine le général de Gaulle mis en examen. Alors qu'à gauche, il y a au moins officiellement sur le papier une bataille de ligne politique. La deuxième différence, c'est que la droite, quand ils se tapent dessus, ils y vont à fond, mais avec l'idée uniquement de devenir chef. C'est-à-dire que être numéro 2 de celui pour qui on a perdu, c'est quasiment impossible à droite. Vous regardez les dernières primaires, quasiment aucun perdu n'a rallié l'équipe du suivant. C'est-à-dire que ni Juppé ni Sarkozy n'ont rallié l'équipe de François Fillon, et très peu ont véritablement rallié l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Alors qu'à gauche, c'est pas du tout pareil. Hollande avait battu tout le monde, et tout le monde avait rejoint l'équipe de campagne de François Hollande. Pourquoi? Parce qu'à gauche, la volonté d'union est beaucoup plus forte qu'à droite. On le voit notamment, Olivier Faure et Mélenchon se sont tapés dessus depuis 2022 dans le cadre de la NUPES et de l'UNFP. Et ils feront toujours alliance. Si dans un an, Macron dissout, ils referont alliance de nouveau. À droite, c'est pas pareil. Et je pense que pour terminer, la question qui est clé à droite, c'est qu'il y a deux traditions à chaque fois. Et il y a toujours à peu près deux lignes, et ça a été rappelé. La droite qui est traditionnellement bourgeoise, qui a été incarnée premièrement par Édouard Balladur, puis par François Fillon, et la droite populaire qui a été incarnée par Jacques Chirac, et ensuite après par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, vous avez à peu près le même duel. La droite bourgeoise qui est incarnée par Bruno Retailleau, la droite populaire qui est incarnée par Laurent Wauquiez. Donc à peu près à droite, l'histoire se répète. Les mêmes mots provoqueront exactement les mêmes effets, et on est parti pour une nouvelle bataille des chefs qui sera vraisemblablement, comme les anciennes, à presque 50-50. Quelque chose. William T. Actuellement, l'Europe est en train de sortir de l'histoire parce qu'elle est spectateur d'un conflit, d'une résolution de conflit qui a ses propres frontières.
Et Emmanuel Macron, en fait, avait un avantage, c'est qu'à plusieurs reprises, il a proposé des initiatives. Celle de dialoguer avec Vladimir Poutine au début du conflit, reproché par les Européens, mais il l'a proposé. C'est lui qui a également proposé d'intensifier l'envoi d'armes à la destination de l'Ukraine, alors que l'Allemagne ne le souhaitait pas. Et celui qui avait émis la première fois l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il part d'une logique simple. Si on veut que l'Ukraine reprenne les territoires d'avant 2014, il faut accentuer l'aide à l'Ukraine. Si vous ne voulez pas que l'Ukraine reprenne ses territoires, vous abandonnez l'Ukraine et vous faites ce que fait Donald Trump. Donc au moins Emmanuel Macron est cohérent, on peut lui reconnaître ça.